à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une ce mardi, la campagne de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Malgré une loi répressive et plusieurs campagnes nationales de sensibilisation, de nombreuses femmes souffrent encore et peinent à briser l'omerta. Dans ce journal, nous parlerons notamment langage des chiffres. Nous irons à Guelsif pour parler de la mobilisation du comité de suivi et de veille anti-froid. D'importantes mesures ont été lancées pour aider les habitants à faire face aux rigueurs du froid et à pouvoir se déplacer dans de meilleures conditions. Nous irons également à Dakhla pour parler de ces jeunes porteurs de projets qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Des jeunes débordants de motivation dont les productions agricoles près de Dakhla sont exportées notamment sur le marché de l'Union européenne. Bonsoir. Les 5 pays du Maghreb et les 5 pays de la rive nord de la Méditerranée, à savoir l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et Malte, sont fortement mobilisés pour une meilleure gestion des crises dans la région. Ils sont actuellement réunis à Kenitra dans le cadre du 10e cycle du niveau supérieur du collège de l'initiative de défense 5+5, conformément à la haute décision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. La réunion vise à faire face aux défis commun qu'affronte la région. L'accent est particulièrement mis sur le rôle des hôpitaux militaires de campagne. Abdel Ashgar et Mounia Marouche. Et c'est parti pour 3 jours de débat sur les multiples approches au niveau de la gestion des missions humanitaires dans les différentes zones de crise à travers le monde. Le Maroc est pionnier dans le domaine de l'action humanitaire. Ces différents hôpitaux militaires de campagne n'ont cessé d'apporter assistance, que ce soit au Maroc, en Afrique, en Asie et notamment au Moyen-Orient. Deuxième volet concerne une visite sur le terrain pour assister à la présentation d'un hôpital médico-chirurgical de campagne déployé dans le cadre d'un exercice de gestion d'un foyer épidémique 2019, puis qui se déroule actuellement à l'école royale du matériel à Ben Slimane. C'est prévu à la direction de l'histoire militaire de l'état-major général des phares à Rabat, où les participants assisteront à une exposition sur la contribution des forces armées royales aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire. Ce module de formation du 10e cycle du niveau supérieur du collège 5+5 défense offre l'opportunité à des médecins militaires et experts des 2 rives de la Méditerranée de partager leurs expériences dans le domaine des interventions humanitaires. De prodiguer des soins, que ce soit les zones démunies ou bien sur terrain, c'est un problème commun entre toutes les armées et on en profite pour échanger nos expériences. Donc le but, c'est d'échanger nos expériences, de les mettre en commun. Tous les pays qui sont ici représentés ici ont eu des expériences, un nombre d'éléments à échanger sur à la fois la préparation, la gestion et les retours d'expérience de ces crises. L'initiative 5+5 Défense, créée en 2004, constitue un instrument qui vise à renforcer les échanges sur les enjeux sécuritaires communs de l'espace 5+5, notamment concernant les questions de terrorisme, des flux migratoires et des trafics de tout genre. Le président de l'Assemblée législative du Costa Rica, Carlos Ricardo Benavides, a exprimé le soutien total de son pays à la proposition d'autonomie soumise par le Maroc en vue d'une solution définitive et pacifique aux différends autour du Sahara marocain. C'était hier lors de la séance plénière hebdomadaire de l'institution parlementaire costaricienne. Le Bureau central des investigations judiciaires a arrêté aujourd'hui un extrémiste partisan de Daesh s'activant dans la ville de Salé. Les investigations sécuritaires ont révélé que le suspect, âgé de 33 ans, faisait la propagande et l'apologie de l'idéologie extrémiste de cette organisation terroriste via les applications et les réseaux sociaux, tout en incitant à commettre des actes terroristes au nom de ce groupe terroriste selon le mode opératoire loup solitaire.
Le prévenu a également diffusé des enregistrements expliquant les méthodes de fabrication d'explosifs et de ceintures explosives. Les investigations ont aussi révélé que le suspect qui s'apprêtait à commettre un attentat suicide dans le royaume était en contact avec des dirigeants médiatiques de Daesh et avec des sympathisants de ce groupe à l'étranger. Le mis en cause sera déféré devant la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. La campagne mondiale de l'ONU contre les violences faites aux femmes se poursuit à travers le monde et avec elle de nombreuses manifestations et séminaires pour éveiller les consciences justement. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés à la question, je vous propose aujourd'hui un retour sur des chiffres on ne peut plus alarmants. Amine Amouri et Oumaima Ramli. Elles sont nombreuses à souffrir dans le silence. Les femmes victimes d'abus peinent toujours à trouver solution à leurs problèmes. Malgré des mesures pénalisantes instaurées par la loi 103/13, un grand nombre de femmes sombrent toujours dans le désarroi. Je suis étudiante et j'ai été victime de violences. Chantage, injures et harcèlement, c'était mon quotidien. On ne se rend peut-être pas compte, mais c'est une forme de violence très pénible. J'en ai beaucoup souffert. J'ai même frôlé la dépression et je ne pouvais pas briser ce tabou et en parler, car il y avait mon parcours scolaire qui entrait en jeu. Le cas de cette jeune fille est loin d'être isolé. Au Maroc, nombreuses sont les femmes qui hésitent à briser leur mutisme. Une hésitation qui, dans certains cas, les plonge dans le bas-fond d'une dépression. Ces femmes-là, qui étaient victimes de violences, présentent des souffrances psychologiques à type de dépression, voire des manifestations d'angoisse chronique. Véritable entrave à la réalisation de l'égalité entre les sexes, la violence est toujours un fléau répandu dans le royaume. Elles sont 54,4% à avoir déclaré être victimes d'au moins une forme de violence. La violence prend différentes formes. Si on veut parler le langage des chiffres, la violence psychique vient en tête avec 49,1%, suivie de la violence économique qui, quant à elle, est répandue à hauteur de 16,7%. Et après, on parle de violence physique à 15%. Et pour finir, elles sont 14% à avoir déclaré être victimes d'abus sexuels. Des chiffres qui donnent froid dans le dos. Au Maroc, un long combat est toujours mené pour éradiquer ce fléau. Bien que les dernières études mettent en avant une tendance à la baisse de ce chiffre, qui était en 2009 à hauteur de 62,8%, les associations persistent à tirer la sonnette d'alarme. Et pour lutter justement plus efficacement contre ce phénomène social et alléger la souffrance des femmes qui en sont victimes, les associations marocaines redoublent d'efforts pour aider ces femmes à voir le bout du tunnel. L'Union nationale des femmes du Maroc en fait partie. Son centre d'écoute et de médiation offre accompagnement et aide financière à ces femmes. C'est un reportage réalisé à Casablanca par Sarah Ketier. Nous sommes au centre d'écoute et de médiation sociale de l'Union nationale des femmes du Maroc à Casablanca. Un lieu d'écoute qui permet de briser le silence et d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales, telle cette dame qui raconte avec amertume son agression au quotidien. Je suis lésée, mon mari me bat et m'humilie devant mes enfants et pourtant c'est moi qui subviens à tous les besoins matériels de ma famille. On leur explique ici leurs droits et leurs obligations et surtout on leur inculque que la violence est inadmissible et que rien ne justifie la violence. Autre histoire de violence contre les femmes, celle de cette jeune femme qui a fait couler beaucoup d'encre. Sarah a été violemment agressée par son ex-mari, une agression qui lui a provoqué des blessures profondes au visage, au crâne et des fractures à plusieurs endroits de son corps. Mon ex-mari m'a kidnappé, m'a frappé en voulant me défigurer. Il est vrai
qu'aujourd'hui je suis traitée avec les meilleures techniques possibles, il n'en reste pas moins que je garde des séquelles psychologiques. Cette agression de la femme qui est injuste par des armes blanches qui entraînent des balafres, des cicatrices, des critères inadmissibles sur le visage d'une femme. Le but, c'est pour ne pas laisser cette femme aller travailler, trouver un autre homme, reprendre sa vie. Je pense que c'est inadmissible et inacceptable de le voir dans une civilisation comme au Maroc. Toutes ces femmes victimes de violences ont certes besoin d'écoute, d'accompagnement et de soins. Mais ce dont elles ont besoin le plus, c'est d'une prise de conscience collective et d'un changement de mentalité avec une application des dispositions de la loi 103/13. Cap sur la province de Guersif où les autorités sont fortement mobilisées pour aider la population à faire face à la saison du froid et aux chutes de neige avec une batterie de mesures proactives. Le comité de veille et de suivi enchaîne en tout cas les réunions pour une meilleure gestion de ces opérations. Voyons tout cela avec Rachid Atabi et Zakaria Mokinbillah. Des déneigeuses et divers autres engins d'intervention pour le désenclavement des populations, des ambulances et des effectifs renforcés de la protection civile. Face aux récentes chutes de neige dans certaines zones de la province de Guersif, les autorités locales se mobilisent. Objectif, assurer un suivi régulier de la situation, faire preuve de vigilance et déployer différents moyens humains et logistiques pour contrer les effets néfastes des intempéries sur les populations locales. Parmi les mesures adoptées, il y a le désenclavement des douars et le rapprochement des services de santé à travers l'organisation de caravanes médicales pluridisciplinaires. Ces mesures proactives visent aussi l'identification des personnes souffrant de maladies chroniques et des femmes enceintes qui nécessitent une prise en charge. La mobilisation s'appuie sur les acquis des expériences des années précédentes et sont axées sur les mesures proactives. Le bureau provincial du Croissant Rouge, comme chaque année, prend part à cette campagne en fournissant des aides et des secours au profit des populations des zones montagneuses. Nous contribuons avec une équipe médicale et pharmaceutique, ainsi que des groupes de sensibilisation. Nous œuvrons à favoriser la prévention. En plus, des compagnies médicales sont organisées avec distribution de médicaments, dont 3 ont déjà profité à plus de 1200 personnes des communes de Berkin et Ras Laksar. Des aides humanitaires sont distribuées au profit de 500 familles, ainsi qu'une centaine de fours de cuisson. Des mesures sont aussi prises au profit des établissements scolaires et pour la préservation du cheptel. Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,6 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée aujourd'hui dans la province de Midelt. L'épicentre de la secousse est situé dans la commune de Nzala, selon l'Institut national de géophysique. La terre a également tremblé à Tirana, en Albanie. Il s'agit cette fois-ci d'un puissant séisme. Bilan provisoire, 16 morts et plus de 200 blessés. La plupart sont dans un état grave et des centaines de disparus également. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. La première secousse a été ressentie à travers les Balkans, à Sarajevo en Bosnie ou encore à Novi Sad en Serbie, sans y faire cette fois-ci des victimes. La colère sociale ne faiblit pas en Irak. Ce mardi encore, des milliers de manifestants ont investi les plus grandes villes du pays, notamment Bagdad, la capitale, où de nouveaux affrontements ont eu lieu entre protestants et policiers. Un jeune manifestant a péri et des dizaines d'autres sont blessés, notamment dans le sud du pays. Les violentes attaques de bandits qui ont secoué le centre du Nigeria ont fait des milliers de déplacés. Ces attaques meurtrières ont ciblé en fait 10 villages. Des hommes armés ont fait irruption à moto dans plusieurs maisons en terrorisant et en battant des habitants. Les premiers chiffres parlent de 20 morts. Ces attaques n'ont pas été revendiquées certes, mais selon la presse locale, elles porteraient les empreintes du groupe terroriste Boko Haram.
Retour à l'actualité nationale et focus maintenant sur une expérience agricole réussie au sein de ce que l'on appelle un regroupement d'intérêt économique. Je vous parle du groupement Agida dans la province de Dakhla. Il a vu le jour grâce à des jeunes entrepreneurs de la région qui se sont spécialisés dans la culture, ou plutôt les cultures maraîchères, et les affaires se portent bien. C'est un reportage d'Abdelghani Jebbar et Abdel Fattah Zouine sur un commentaire d'Iman Ablou. Dans ce vaste domaine situé dans la province de Dakhla, Houda Salhan et Ma'al Ainain, jeunes entrepreneurs agricoles, se sont lancés dans l'aventure de la production maraîchère. Ils font partie d'un groupement d'intérêt économique baptisé Agida, fondé en 2014 pour optimiser les surfaces exploitables ainsi que la valorisation de la production du melon et des tomates cerises en particulier. L'exploitation agricole s'étend sur une superficie de 80 hectares. Cette année, 36 hectares ont été exploités, une superficie entièrement dédiée à la culture du melon. Nous avons atteint une productivité de 55 tonnes pour chaque hectare. À ce jour, 200 à 300 ouvriers travaillent au centre de l'exploitation. Tous sont originaires de la région. L'essentiel de la production est commercialisé vers les marchés européens, principalement les marchés français et hollandais. Notre principal partenaire est le groupe Crédit Agricole. Nous bénéficions également de l'appui du ministère de tutelle. Le projet profite amplement à notre groupement composé de jeunes diplômés hautement qualifiés et qui sont tous natifs de la région de Dakhla. Et ces jeunes porteurs de projets ont su relever l'ensemble des défis dans le cadre d'une expérience réussie au sein du groupement d'intérêt économique. Au fil du temps, ils ont tissé sa notoriété avec à la clé une bonne qualité gustative des produits ici cultivés. Le coût budgétaire du projet est estimé à 70 millions de dirhams, un investissement entrepris sur 2 tranches. La première a bénéficié de l'appui du ministère de l'Agriculture en partenariat avec l'Agence du développement agricole. Ajouté à cela 45 millions de dirhams couverts par une série de crédits octroyés par le groupe du Crédit Agricole qui ont servi à la réalisation des infrastructures de notre domaine et à la construction des serres. Actuellement, l'enjeu pour ce projet est l'installation des panneaux solaires pour réduire le coût de la fracture énergétique et la garantie de la qualité de la production destinée à l'exportation. Imagine, c'est le nom de la nouvelle exposition de l'artiste peintre Rani Belmahi. Elle se poursuit à la So Art Gallery de Casablanca, une exposition rétrospective qui donne à voir des centaines d'œuvres retraçant le riche parcours de l'artiste, un parcours influencé par le courant contemporain, l'abstrait ou encore le figuratif, un parcours où l'éthique épouse harmonieusement l'esthétique. Dominique Orlando. Il est artiste depuis plus d'un demi-siècle, autant dire qu'il a commencé très tôt, suffisamment pour aborder toutes les formes de captation du réel. Pendant les 50 années de travail, il y a plusieurs techniques. Quand on voit ce qui est exposé de l'autre côté de la salle, on peut voir des techniques au couteau, de la peinture à l'huile. Il y a le dessin, il y a la photo, qui n'est pas exposé parce qu'on ne pouvait pas tout exposer. Et ici, dans cette salle, c'est des œuvres techniques avec de l'acrylique. Donc s'il y a à peu près 4 ou 5 techniques utilisées durant les 50 années de travail. Et je fais la vidéo, je fais la photographie, tout ça, des installations. Il y a aussi une installation qui est par ce côté-là. Donc c'est plusieurs thématiques et plusieurs techniques qui sont utilisées durant toutes ces 50 années. Au résultat, un univers enjoué d'une légèreté tout à fait exquise, ce qui n'exclut pas une force certaine. Cela donne à cette exposition l'assurance qu'à tout âge, un artiste peut encore évoluer. Imagine est par ailleurs le titre que M. Rani a voulu attribuer à cette rétrospective, probablement pour nous rappeler que cette si jolie chanson de John Lennon est aujourd'hui encore son véritable idéal de jeunesse éternelle. Et c'est l'univers coloré hétéroclite de Rani Belmahi qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.